Bonjour à toutes et à tous. Cela fait quelques années que je travaille au croisement des enjeux de transition écologique, énergétique et sociale. À travers cette vidéo, je voulais vous partager un peu de ce que j'ai appris sur cette transition, ou plutôt ces transitions, en les reliant à des préoccupations de notre vie quotidienne. Quel lien y a-t-il entre la fonte des glaces et la performance financière d'une entreprise? Pourquoi la transition écologique est devenue un sujet de compétitivité et de souveraineté pour notre pays? Ou alors, comment ce que l'on met dans notre assiette a un impact plus important qu'on ne le croit? La transition écologique, c'est quoi et comment la réussir? Voilà des questions auxquelles nous tenterons de répondre. C'est un défi ambitieux, bien sûr, et le but de cette vidéo n'est pas de se prétendre exhaustive, mais plutôt de donner une vision globale, synthétique et pédagogique pour aborder ces sujets simplement. Dans une première partie, nous aborderons la vision physique du problème écologique. En seconde partie, nous pencherons sur ses ressorts plus économiques et sociologiques. Enfin, nous terminerons par aborder les freins et moteurs de la transition. J'espère que cela vous plaira, vous aidera à y voir plus clair et surtout mieux comprendre comment agir à votre propre échelle. Non pas uniquement pour la beauté de notre planète, ce qui est en soi une noble cause, mais parce que s'adapter à un monde qui change n'est plus une option, mais une nécessité. N'hésitez pas bien sûr à commenter et fact-checker et surtout me dire ce que vous en avez pensé. Pour démarrer notre voyage au cœur de la transition écologique, je vous propose de prendre un peu de hauteur pour vivre ensemble une petite expérience de prise de conscience. Le 13 octobre 2021, à 7 heures du matin au beau milieu du Texas, un vieillard à l'air jovial embarque dans une fusée spatiale. Cet homme, c'est William Shatner, l'ex-acteur du capitaine Kirk de la célèbre série Star Trek. Et cette fusée, c'est la fusée Blue Origin, créée par le célèbre fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. À 80 ans, harnaché dans le fauteuil de son vaisseau bien réel cette fois-ci, William Shatner s'apprête à devenir le touriste spatial le plus âgé de l'histoire de l'humanité. À 10h50 du matin, la fusée décolle comme prévu. Et quelques minutes après avoir été propulsé vers l'espace à plusieurs milliers de kilomètres/heure, le vaisseau se stabilise au-dessus de la stratosphère. L'ancien acteur décroche sa ceinture. En apesanteur, il s'approche du hublot de la capsule, bouleversé à l'idée de vivre un moment d'extase. Mais ce qu'il voit derrière la vitre n'a rien de l'instant de catharsis ultime qu'il imaginait. Ce qu'il voit, c'est une obscurité qu'il ne connaît pas, le noir de l'espace, un noir bien différent de celui qu'il connaissait sur Terre, un noir enveloppant et froid. Terrifié, son regard ne peut s'empêcher de sans cesse revenir vers la Terre, comme absorbé par sa courbure bleue, lumineuse, mouvante et rassurante, marbrée de vert, de beige et de blanc. Enfin, le vaisseau amorce son retour sur Terre. Quand le vieil homme s'extire de la capsule au beau milieu du désert, il ne parvient pas à parler, encore moins à partager l'euphorie du comité d'accueil qui l'entoure, et d'un Jeff Bezos sabrant le champagne. Plus tard, il expliquera dans ses mémoires les raisons de son désarroi. Tout ce que j'ai vu là-haut, c'est la mort. Et tout ce que je voulais, c'était revenir vers la chaleur de la terre, vers la vie. William Shatner venait de prendre brutalement et intimement conscience de la rareté et la fragilité de notre planète. Ce choc cognitif et émotionnel qu'il a ressenti, appelé overview effect ou effet de surplomb en français, est une expérience fréquemment rapportée par les astronautes, qui comme lui ont vu la Terre depuis l'espace, et comme plus récemment la chanteuse Katy Perry. Je crois que c'est de manière parcellaire ce choc qu'une partie de plus en plus nombreuse d'entre nous vivons depuis quelques années. À mesure que les données s'empilent dans les rapports du GIEC, à mesure que les catastrophes climatiques frappent les régions du monde, comme les pièces d'un immense puzzle, nous donnant peu à peu l'image claire de la catastrophe écologique en cours. La Terre est un joyeux bleu perdu dans un néant sans fin, une bille précieuse mais qui s'effrite déjà entre nos mains d'enfants. Tout ce que nous avons construit, tout ce que nous chérissons, nos sociétés, nos industries, notre confort, notre culture, notre art, nos civilisations, n'est que l'écume du long et patient travail de la nature depuis la nuit des temps. Or, nous le savons aujourd'hui avec certitude, nous sommes en train de détruire les conditions mêmes du maintien de cette vie et donc de notre propre existence. En bref, nous sillons la branche sur laquelle nous sommes assis. Mais prenons ensemble quelques minutes pour dénouer le fil de ce que nous sommes en train de nous dire. Vous avez peut-être remarqué cette tache blanche qui se rétrécit derrière moi depuis quelques instants. Il s'agit d'un timelapse de l'Arctique, le pôle Nord pris par la NASA, montrant depuis 1984 le rétrécissement de la banquise. Celle-ci s'est réduite de 40% en surface estivale et de plus de 70% en volume. Et selon les projections des scientifiques, un premier été sans glace en Arctique pourrait survenir dès 2035. Cette banquise est un des grands témoins des mutations environnementales que nous vivons.
Depuis plus d'un siècle, la glace fond brutalement, un peu partout sur Terre et de plus en plus vite. Et ça, on peut le voir juste à côté de chez nous. Il y a un peu moins d'un an, j'ai eu la chance de me rendre moi-même à la mer de glace, près de Chamonix, avec des dirigeants d'entreprise, mais aussi des jeunes étudiants pour constater sa fonte. Au début des années 1900, sa langue, ainsi qu'on appelle l'avancée du glacier dans une vallée, s'étendait jusque sous le balcon de la station du train de Montanvert, où les touristes arrivent pour le contempler. Mais ce que j'ai vu en septembre 2024, c'est surtout un trou béant recouvert d'un lit de pierre et tout au loin, vraiment tout au loin, un peu de glace, à peine à vrai dire. Le glacier de la mer de glace a en effet perdu près de 2 tiers de son volume, lui aussi depuis le début de l'ère pré-industrielle, fixée entre 1850 et 1900, période de référence fréquemment utilisée pour mesurer l'évolution du climat. Nous y reviendrons plus tard. Alors pourquoi cette fonte si rapide? Vous le savez déjà sans doute, mais prenons tout de même le temps de rappeler ce phénomène clé pour la suite de cette vidéo. Notre planète Terre est naturellement protégée par un effet de serre naturel, principalement composé de vapeur d'eau, préservant une température à la surface du globe propice à la vie, en moyenne de plus 13,7 degrés. Sans cette couche protectrice, la température à la surface de la Terre serait de moins 18 degrés, rendant impossible toute vie. Mais depuis 150 ans, la composition de cette serre naturelle est totalement bouleversée par les quantités gigantesques de CO2, de méthane et d'autres gaz à effet de serre que nous rejetons dans l'air et qui s'accumulent au-dessus de nos têtes. D'une certaine manière, les parois de notre serre se sont épaissées, retenant davantage les rayons du soleil et augmentant doucement ou plutôt rapidement mais sûrement la température moyenne à la surface du globe. C'est ce qu'on appelle plus communément le réchauffement climatique. Comme nous avons des scientifiques un peu partout dans le monde, ce réchauffement est aujourd'hui parfaitement mesuré. Et ce que nous savons, c'est que nous sommes actuellement sur une augmentation moyenne des températures à la surface du globe de plus 1,1 degré à plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle de référence, c'est-à-dire le moment où nous avons commencé à émettre massivement des gaz à effet de serre. Plus 1,1 degré, cela peut sembler peu. Pourtant, à l'échelle de la vie sur Terre apparue il y a 3,8 milliards d'années, et sur une période si courte de 150 ans, cela veut déjà dire beaucoup et très vite, comme vous pouvez le voir ici sur ce graphique qui s'affiche, presque semblable à un électrocardiogramme qui tout à coup s'emballerait, venant avec une myriade de conséquences profondes et concrètes que nous ne faisons que découvrir les unes après les autres. Tempêtes, incendies, inondations, canicules, vagues de chaleur extrêmes, perturbations des saisons, dérèglements des écosystèmes, les variations climatiques s'accélèrent et s'intensifient, et ce n'est que le début. Mais entrons un peu plus dans le détail de ce phénomène. Nous avons parlé d'une augmentation de la température moyenne actuelle de plus 1,1 degré. Mais ça, c'est où nous en sommes aujourd'hui, car la trajectoire que nous prenons pour demain est celle d'une hausse des températures moyennes à la surface globale de plus 3 degrés en 2100. Cela peut paraître abstrait et éloigné de nous, mais notre pays, la France, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas à l'abri, au contraire même. Si la trajectoire moyenne au niveau du globe est de plus 3 degrés, la France se situe, elle, au-dessus de cette moyenne sur une trajectoire à plus 4 degrés. Plus 4 degrés, qui est désormais le scénario officiellement retenu par le gouvernement français pour préparer le plan d'adaptation de notre pays. Rappelez-vous, 2022-2023, les vagues de chaleur durant l'été en France métropolitaine, ou plutôt préparez-vous, car ces années seront des années normales en 2050 et des années plutôt modérées à fraîches en 2100, d'après les travaux de Météo France et du GIEC. Et on est sur des indices de confiance de l'ordre de 99%. Vous connaissez les scientifiques et leur timidité. Pour vous donner une idée, ça donne pour la retraite de nos enfants des pics de chaleur à plus 55 degrés à Strasbourg en période estivale. Bref, un sauna ou plutôt un hammam géant collectif et gratuit pour tous. Car la hausse des températures n'est qu'une des innombrables conséquences du changement climatique. Par exemple, un climat plus chaud n'est pas seulement un climat plus aride, mais un climat à la fois plus aride et plus humide, où le cycle de l'eau s'accélère, où la pluie ne s'infiltre pas dans le sol sec et hydrophobe pour remplir les nappes phréatiques d'eau utile, mais s'accumule en torrents incontrôlables, dévastateurs et inutilisables. Alors ne soyez pas surpris la prochaine fois que l'on vous parle d'inondations et de réchauffement climatique dans la même phrase, puis dans la suivante de sécheresse et de manque d'eau douce. Tout cela va très bien ensemble. Vous l'avez donc compris, le réchauffement climatique est avant tout un dérèglement climatique, se réalisant à une vitesse extrêmement brutale, trop rapide pour laisser le temps à la majeure partie des espèces vivantes de s'adapter, y compris nous, Homo sapiens. Mais si les courbes des températures montrent bien cette cassure dans le cycle normal du climat, comme une extrasystole sur un tracé cardiaque, une autre courbe moins connue me semble encore plus parlante,
celle du pH dans les océans qui chute à la verticale, littéralement, depuis notre fameuse année de référence pré-industrielle. Car le CO2 des fumées de nos usines, de nos centrales thermiques et de nos voitures à essence ne fait pas que stagner dans l'air au-dessus de nos têtes. Il est aussi absorbé par les océans, premier puits carbone naturel qui, par réaction avec l'eau, s'acidifie, empêchant les organismes calcifiants de former leurs coquilles normalement. Et on parle ici des coraux et des mollusques et de certains planctons, c'est-à-dire la base même de la pyramide alimentaire marine. Sur Terre, ce n'est pas mieux, puisque les populations d'animaux étudiées sur un échantillon de 30 000 espèces, que l'on peut estimer tout de même assez représentatif, ont décliné en 50 ans de presque 70%. Même constat pour les insectes, y compris les abeilles et les pollinisateurs au sens large, dont dépend la survie de l'essentiel des plantes à fleurs du globe. Vous l'avez compris, la 6e extinction de masse a déjà officiellement commencé et ce n'est pas une météorite qui est responsable, mais bien nous. En résumé, le monde d'abondance que nous avons connu et sans doute idéalisé s'effondre au fur et à mesure que nous percutons chacune des limites planétaires fixées par les lois physiques de la nature. Tout ça, c'est bien beau, mais maintenant que l'on a dit tout ça, dans un monde qui se durcit, dans un monde économiquement de plus en plus compétitif, géopolitiquement de plus en plus dangereux et instable, s'occuper de l'environnement n'est-il pas un luxe de bobos privilégiés que nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre? Vous l'avez deviné, la réponse n'est pas si simple. Si les impacts du réchauffement climatique sur nos économies s'annoncent colossaux, nous commençons tout juste à en faire l'inventaire et surtout à en mesurer les conséquences financières. En 2006, le tout premier rapport d'évaluation des coûts du réchauffement climatique, le rapport Stern, commandé par le gouvernement britannique, chiffre déjà de 5% à 20% du PIB mondial le coût de l'inaction contre seulement 1% celui de l'action. En 2023, parmi de multiples autres études, l'assureur américain Allianz Trade estime que le PIB mondial est amputé de près de 0,6 points du simple fait de la baisse de productivité des travailleurs liés aux canicules. Par exemple, un jour d'extrême chaleur dépassant les 32 degrés équivaut à une demi-journée de grève. Les assureurs commencent même à parler d'un monde en passe de devenir inassurable si rien n'est fait. En France, l'ADEME estime que notre retard à agir uniquement sur le plan énergétique, et ce n'est qu'un point du problème, pourrait nous coûter jusqu'à 1100 milliards d'euros d'ici 2050, rien qu'en actifs échoués, c'est-à-dire devenus inutilisables ou non rentables. En clair, en continuant d'investir comme si de rien n'était, on construit des infrastructures qui devront être abandonnées ou rénovées en urgence dans 10 ou 15 ans pour faire face au dérèglement climatique. Une perte sèche pour ceux qui les financent aujourd'hui. Un peu comme si vous construisiez un parking pour voitures diesel en 2030, juste avant l'interdiction des voitures diesel, ou que l'on construisait des maisons au bord d'une mer qui monte. Alors même si ce n'est qu'une part des conséquences, prenons cette somme de 1100 milliards pour réaliser un peu ce que cela signifie. En valeur absolue, cela représente le tiers de la dette française. Ramené sur un an, c'est 50 milliards d'euros, soit l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Mais aussi, ironiquement, le coût du bouclier tarifaire mis en place en 2022 afin de justement limiter l'impact de la hausse du prix du gaz naturel, de l'essence et du fioul et plus tard de l'électricité suite à la guerre en Ukraine. Tout simplement parce qu'en dépit de nos bonnes intentions pour le climat, notre moteur économique ne s'est toujours pas vraiment tourné sans énergie fossile, le fameux triptyque gaz, charbon, pétrole fortement émetteur de CO2. Bref, vous avez compris l'idée, en empilant des études, une certitude, le coût de l'inaction face au réchauffement climatique s'annonce faramineux, mais surtout bien supérieur au coût de l'adaptation. En d'autres mots, agir dès aujourd'hui coûte moins cher que demain. Pourquoi, dans ce cas, mettons-nous autant de temps à réagir? Un des principaux problèmes auxquels nous faisons face dans ce défi climatique, c'est que nous préférons, ou plutôt nous semblons ne pas avoir d'autre choix que de dépenser l'argent disponible pour des choses moins chères, plus immédiates et plus simples, dont les retours sur investissement sont garantis, plutôt que de résoudre un problème lointain, diffus, qui n'appartient à personne et dont les bénéfices reviennent tout autant, voire parfois plus, à autrui qu'à soi-même. C'est d'autant plus prégnant dans un monde qui manque de plus en plus d'argent. Et bien sûr, encore plus vrai, dans un monde où chacun se livre à une compétition féroce avec chacun, pour l'accès aux ressources devant son voisin. Dans la course au profit et à la richesse économique, pourquoi investirais-je dans la réparation de mon toit, qui se trouve être aussi le toit de mon voisin, lequel l'abîme peut-être plus que moi? Et d'ailleurs, a-t-on vraiment la preuve que je suis responsable des dégradations? Dans un monde extrêmement concurrentiel, s'arrêter pour aider les autres sur le long terme, c'est tout simplement se mettre en péril à court terme. C'est voir des entreprises faire faillite, c'est perdre des emplois, perdre des recettes pour l'État et donc sa capacité à financer ses services publics. C'est détruire de la valeur. En l'état des règles du jeu économique actuel, donc, force est de constater que l'écologie ressemble effectivement à un luxe lointain que nos sociétés, prises dans la course du quotidien, ont bien du mal à prioriser. C'est exactement pour tenter de résoudre ce problème de coopération globale que les COP ont été créés
COP, acronyme pour Conférence des parties, organe décisionnel suprême des Nations Unies sur le changement climatique. En gros, un grand meeting annuel avec les représentants de tous les pays, ou presque selon dans quelle humeur se trouvent les États-Unis d'Amérique, pour tenter de s'entendre sur comment réparer les dégâts tous ensemble et éviter de se retrouver avec au hasard une ambiance du type désert du Sahara en plein Paris d'ici 50 ans. Héritière des sommets de la Terre, initiée au milieu des années 1970, en parallèle de l'écriture du célèbre rapport Meadows, publié en 1972 sur les limites de la croissance, puis de la création du GIEC en 1988, les COP ont peu à peu permis, à partir de 1995, de fixer un cadre de négociation officiel entre tous les pays du monde pour affronter le problème climatique. Et en 2015, une COP majeure se tient à Paris justement, la COP 21, donnant naissance au fameux accord de Paris qui fixe le cadre des politiques climatiques dont nous allons désormais parler. Ratifié par l'ensemble des parties, cet accord prévoit en effet de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de plus de degrés par rapport au niveau pré-industriel, et à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à plus 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Cet accord, retenez-le bien, car c'est une première dans l'histoire de l'humanité et de la lutte contre le réchauffement climatique. Et on était très fiers, bien sûr, que ce soit en France. Mais si la COP de Paris fixe enfin un cap chiffré global, il revient cependant à chaque pays de mettre en œuvre sa feuille de route pour l'atteindre. Pour mieux comprendre ce que cela signifie concrètement, regardons comment cet accord est décliné en France. En France, la mise en action repose en grande partie sur une politique intitulée Stratégie nationale bas carbone ou SNBC pour les intimes, qui a pour objectif l'atteinte en 2050 du Graal climatique, la neutralité carbone. Alors la neutralité carbone, c'est quoi ? C'est le moment où les émissions de gaz à effet de serre émises seront totalement absorbées par les puits carbone de notre territoire, essentiellement nos forêts, nos océans, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé mieux que la nature pour capter nos émissions de gaz à effet de serre. Mais pour atteindre ce point d'équilibre, où le total des émissions émises moins les absorptions devient nul, il est en gros nécessaire de diviser par 6 nos émissions carbone, tout en augmentant les capacités d'absorption de nos puits carbone. Bref, en prenant soin de la nature, ce qui est à peu près l'inverse de ce que nous faisons. Ramener à notre échelle d'individu, cela signifie passer d'une empreinte de 12 tonnes de CO2 équivalent annuel par habitant à 2 tonnes, ce qui n'est pas rien. Et si vous n'avez jamais calculé votre empreinte carbone et que tout ça vous semble du chinois, et pour info, un chinois c'est 7,2 tonnes de CO2 par habitant par an, soit beaucoup mieux que la plupart d'entre nous, je vous mets en lien un simulateur. Mais revenons-en à nos moutons. Comment diviser par 6 nos émissions d'ici 2050, c'est-à-dire en seulement 25 ans, alors que durant les 150 dernières années, nous n'avons fait que les multiplier. C'est là que l'on commence à entrer dans le dur. Pour illustrer cela, vous avez peut-être entendu parler de la jolie fable du colibri. Sinon, laissez-moi vous la raconter en version rapide. La forêt brûle, les animaux s'enfuient, mais alors qu'ils s'enfuient, un lion croise un colibri volé en direction de l'incendie avec un peu d'eau dans son bec. Le lion lui demande alors ce qu'il fait à voler dans le mauvais sens avec de l'eau dans le bec, ce à quoi le colibri répond « je fais ma part », en se disant que si chacun faisait sa part, eh bien l'incendie pourrait être éteint. Il se trouve que la part du colibri a été calculée par des ingénieurs bien informés. Et ce qui en ressort est hélas moins romanesque. Selon la désormais célèbre étude Faire sa part de Carbone 4, la célèbre société de conseil cofondée par Jean-Marc Jancovici, même si chacun de nous devenions des super-héros du climat, nous ne prenons plus l'avion, nous ne mangeons plus de viande, etc., nous ne résoudrions que 20% du problème. Les 80% d'efforts restants pour atteindre ces fameuses 2 tonnes sont en effet à trouver collectivement du côté des entreprises, les hippopotames, et de l'État, le lion. Sans l'aide des hippopotames et du lion, le colibri finira donc rôti. Et je dédicace ce passage au président de l'association Objectif 100 millions de tonnes de CO2 économisées, Monsieur Guélil, à qui j'emprunte cette jolie métaphore et que je vous invite bien sûr à suivre. Alors, quelle solution avons-nous pour réduire nos émissions de manière collective, pour faire bouger en même temps le colibri, le lion et l'hippopotame, et devenir des héros du climat et de Jean-Marc Jancovici? Bref, comment ne pas se prendre en pleine face cette énorme météorite que personne ne veut voir? De manière schématique et d'un point de vue très physique, mais on le verra, le problème n'est malheureusement pas que physique, sinon les ingénieurs auraient déjà sauvé le monde, eh bien l'on pourrait dire que le problème se trouve à 3/4 dans l'énergie que l'on utilise pour faire fonctionner nos machines et fabriquer nos objets, et à 1/4 dans ce que nous mettons dans notre assiette, mais un 3/4, vous allez comprendre. Commençons donc par le 3/4, l'énergie.
Sauver le climat est d'abord, en effet, d'un point de vue physique, une question de système énergétique, c'est-à-dire d'énergie que nous mettons dans notre moteur économique. Or, nous mettons en 2024, comme depuis 150 ans, essentiellement du pétrole, du charbon et du gaz, à 80%, qui, en brûlant, libèrent dans l'atmosphère du dioxyde de carbone, responsable de l'augmentation de gaz à effet de serre que nous avons décrit en début de vidéo. Et la France n'échappe pas à la règle. En dépit d'un parc nucléaire unique au monde, capable de fournir près de 70% des besoins en électricité du pays, notre production électrique ne couvre seulement qu'un cinquième de nos besoins globaux en énergie. Nous restons également dépendants à 60% d'énergie fossile, puisqu'un certain nombre d'usages essentiels comme le transport restent toujours très majoritairement carbonés. La stratégie de transition énergétique française ressemble finalement à celle des autres nations. Un double mouvement qui consiste d'une part à diminuer sa consommation d'énergie, d'autre part à verdir cette même énergie, notamment en la remplaçant par des énergies plus propres ou en tout cas bas carbone, comme les énergies renouvelables ou le nucléaire. Or, il se trouve que ces énergies bas carbone sont des énergies électriques. C'est pour cela que l'on parle tant de nécessaire électrification des usages. La décarbonation des transports, un tiers de l'empreinte carbone française, est sans doute un des exemples les plus emblématiques, avec le remplacement des véhicules thermiques par les véhicules électriques. Je crois que vous le voyez bien, depuis le temps qu'on en parle des voitures électriques, cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Car derrière chaque transition, ce sont en réalité des filières entières qui doivent se mettre en marche de manière coordonnée. Ce sont des entreprises qui, durant plus d'un siècle, ont fabriqué des moteurs thermiques et qui doivent désormais usiner des moteurs électriques. Des énergéticiens qui doivent installer des éoliennes et des champs photovoltaïques, des infrastructures de recharge électrique qu'il faut implanter et raccorder massivement le long des routes, etc., etc. Tout cela est physique, mais pas magique, avec de nombreux défis technologiques à venir, comme le blackout massif de l'Espagne et du Portugal a pu nous le rappeler, puisque l'électricité, contrairement au pétrole, a le vilain défaut de ne pas se stocker, imposant un phasage production-consommation de plus en plus complexe au fur et à mesure de la création de nouvelles sources de consommation et de nouveaux producteurs. Mais ne nous attardons pas sur les détails, ce n'est pas le but aujourd'hui, penchons-nous plutôt sur le cas restant, le problème agroécologique, par le prisme de quelque chose que nous connaissons souvent mieux que l'agriculture désormais, notre assiette. Venant moi-même du monde de l'énergie, très omnibilé par son impact majeur, je reconnais avoir mis un peu de temps à saisir l'importance de la transition écologique, ou plutôt agroécologique, pour commencer à préciser ce dont on parle en parlant de transition écologique, où le terme écologique englobe finalement pour beaucoup d'entre nous, au sens large, notre transition environnementale globale, au sein de laquelle la transition énergétique et agroécologique est incluse. La transition agroécologique représente donc a priori seulement le quart restant des émissions issues de nos activités, notamment de par les émissions de méthane des élevages et des émissions de protoxyde d'azote issues de l'utilisation des engrais azotés de synthèse. Cependant, elle est en fait bien plus qu'un simple quart abordé sous le seul prisme des émissions. Elle est la vie qui nous entoure, elle est notre relation directe au vivant et à ce qui nous lie à lui, avec un entremêlement de causes et de conséquences qui va bien au-delà de la simple mesure d'émissions CO2 équivalentes. Au-delà de toute considération éthique et philosophique, notre régime carné est en effet déjà en soi une catastrophe climatique. 1000 calories de viande rouge produisent 20 à 50 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que des céréales 20 fois ou des légumes 50 fois. Elles consomment également 12 fois plus d'eau et 10 fois plus de terre. Il y a les émissions liées à la digestion des ruminants, le méthane, mais aussi toutes les émissions liées à la culture de leur nourriture, puisque pour manger de la viande, il faut d'abord que l'animal dont provient cette viande ait lui-même été nourri. L'impact environnemental de la consommation de viande est tel que, si tout le monde devenait végétarien, cela réduirait de 15% nos émissions de gaz à effet de serre, soit l'équivalent de la moitié du transport aérien, routier, maritime et commercial ou de fret, ou l'équivalent d'un raccourci de 3 à 5 ans vers notre objectif de neutralité climat. Mais l'agriculture n'a pas seulement pour conséquence des émissions directes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Elle contribue également directement à la destruction des forêts censées justement absorber nos émissions carbone. C'est en quelque sorte le double effet qui se coule de l'élevage en version haute bien sûr, et même incendiaire. Si l'acteur William Shatner ou la chanteuse Katy Perry avaient pu rester en suspension au-dessus de notre planète plus de 11 minutes, il aurait sans doute observé à l'œil nu la raréfaction drastique de ces belles nuances vertes. L'analyse des archives satellites montre en effet qu'entre 1990 et 2020, environ 7 millions d'hectares de forêts tropicales humides ont disparu en moyenne chaque année, soit l'équivalent d'un territoire comme l'Irlande tous les ans, ce qui n'est tout de même pas rien, avec tout mon respect pour l'Irlande. Bon, voilà pour le constat physique. Maintenant, passons à l'éléphant dans la pièce, nous. Si tout le monde est à peu près d'accord sur la direction à prendre,
Les principaux débats qui subsistent concernent le calendrier, les moyens et la manière dont la transition écologique doit être mise en œuvre. Prenons simplement l'angle énergétique. Faut-il brutalement et radicalement réduire notre consommation énergétique, quitte à mettre en péril notre croissance et notre compétitivité économique, scénario décroissantiste? Faut-il accélérer le développement des énergies renouvelables et des technologies de capture du CO2 tout en poursuivant notre croissance économique, scénario de la croissance verte? Faut-il accélérer le développement nucléaire et planifier de manière centralisée et étatique la transition énergétique, scénario jankovicien? Il existe bien d'autres scénarios, chacun avec ses propres défis, avantages, inconvénients et incertitudes. Car se mêlent au problème du climat, en sus des contraintes économiques, des questions de justice et d'accès aux ressources, des questions d'identité et de place de l'homme dans son écosystème, bref, des questions de projet de société. Par exemple, sans politique de redistribution, la transition écologique peut vite se transformer en fracture sociale pour notre pays et nous opposer plutôt que nous réunir. On l'oublie souvent, mais la crise des Gilets jaunes est d'abord une crise énergétique. Fin 2018, la hausse des prix du carburant décidée par le gouvernement en augmentant la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, dans une volonté a priori vertueuse par signal prix de diminuer la demande en énergie fossile, déclenche au contraire un mouvement spontané de protestation sans précédent dans les zones périurbaines et rurales de notre pays. Les mois qui suivent, 3 millions de Français que le coût de la vie a rendu exsangues se retrouvent sur des ronds-points, bloquent les routes et manifestent pour protester contre la hausse des prix des carburants, mais surtout l'érosion sans fin du pouvoir d'achat et l'indifférence du monde politique, habillé du seul vêtement distinctif et commun dont tous disposent, un gilet jaune de signalisation. Ainsi, des idées en apparence bonnes d'un point de vue peuvent d'un autre côté rapidement se retourner contre nous. Autre exemple, si demain nous interdisions à une entreprise comme Total Energy d'exercer en France au nom du climat, quel choix concret cela nous laisserait-il? Abandonner 3 millions de gilets jaunes en panne sèche sur leur rond-point? Importer encore davantage de pétrole auprès d'entreprises et de pays comme l'Arabie Saoudite, le Kazakhstan ou les États-Unis? Dernier exemple, les énergies renouvelables. Oui, mais pas dans mon jardin, nous disent de nombreux Français, qui s'opposent à la construction de parcs solaires ou éoliens proches de chez eux, puisqu'il faut bien les mettre quelque part. Et que pour tenir l'objectif de neutralité carbone affiché par la France, il nous faudra encore multiplier par 4 leur capacité. Et pourtant, les terrains disponibles sont de plus en plus rares. Alors, au nom de l'intérêt général, de pouvoir produire une énergie plus verte, ne faudrait-il pas parfois aller contre les intérêts de quelques-uns? Je vous laisse répondre à ces questions. Ce qui m'importe ici, c'est de vous faire comprendre que la transition écologique, bien qu'appuyée sur des données scientifiques rigoureuses, n'est ni purement technique ni neutre. Elle est fondamentalement politique, au sens noble du terme. Elle suppose un choix collectif de société. Et à ce titre, nos récits collectifs jouent un rôle central dans cette transformation. Et c'est sur ce dernier point que j'aimerais conclure cette vidéo. Car quand je parle de récits, je parle de publicité, de vision d'avenir, mais plus largement de toutes les fictions qui organisent tous les jours notre vie au quotidien, sans même que nous nous en rendions compte ou les remettions en question, tellement elles font partie de nous. Pour illustrer ce concept, j'aimerais revenir sur le livre l'ayant démocratisé et dont vous avez peut-être entendu parler ou même lu. Je parle bien sûr du livre Homo sapiens de Yuval Harari. Dans ce texte rapidement devenu best-seller, l'auteur revisite l'histoire de l'humanité à travers le prisme de l'avantage évolutif ayant permis à l'espèce Homo sapiens de dominer toutes les autres espèces et la planète. Sa capacité à raconter des histoires. Plus précisément, sa capacité à s'organiser à très grandes échelles autour de fictions collectives, c'est-à-dire de constructions sociales qui n'existent que parce que nous y croyons mutuellement. À ce titre, nos lois, nos États, nos monnaies, nos entreprises, tout ce qui régisse aujourd'hui nos vies et font notre puissance sont des fictions collectives, c'est-à-dire des croyances partagées qui n'existent que dans notre esprit et ne reposent sur aucune réalité tangible. Si par exemple demain, nous nous réveillons soudainement amnésiques, tout cela disparaîtrait, contrairement à la réalité physique, un arbre, un rocher, le cycle des saisons qui, elles, continuent d'exister, qu'on y croit ou non. Alors, jusqu'à ce que l'IA ait pris le contrôle total de nos cerveaux pour les rebooter, nous n'allons pas tous nous réveiller demain amnésiques. Mais l'idée ici, c'est de prendre conscience du pouvoir de notre esprit. Quelles histoires voulons-nous raconter demain à nos enfants? Dans quel monde voulons-nous vivre? Tout cela impacte concrètement notre monde et tout cela nous appartient. Et il y a quelque chose de poétique et artistique à cette transition qui consiste à changer notre manière de percevoir le monde. C'est ce changement de regard qui peut rendre des vacances en train en Bretagne un faible impact écologique, plus désirable que des vacances en avion aux Bahamas. C'est ce changement de regard qui peut modifier nos systèmes comptables et nos réglementations, donner une valeur à nos ressources naturelles, à nos écosystèmes et leur préservation. Et cela n'est pas un vœu pieux.
qu'on se soucie ou non d'écologie, celle-ci se soucie déjà de nous, à tel point que même les investisseurs commencent à le comprendre. En 2020, une étude d'un grand cabinet de conseil montre que les investisseurs financiers valorisent déjà à plus 1% les entreprises avec une stratégie sérieuse d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, comparée à celles n'en ayant pas. Les Français passent de l'intention à l'action et transfèrent leur épargne vers des placements verts. Des régulations se mettent en place pour mieux flécher les fonds financiers vers la transition et les grandes banques suivent. Tout simplement car nous commençons à comprendre, en particulier en Europe, que l'écologie n'est plus qu'une question de vertu, c'est une question de survie. La transition écologique n'est pas qu'un problème de bisounours, bien au contraire. Mais elle pourrait bien faire de nous des bisounours pour le reste du monde si on ne la prenait pas au sérieux. La fonte des glaces n'est pas qu'un symbole pour les ours polaires, c'est un signal pour nos entreprises, nos modes de vie et notre avenir. Cependant, soyons clairs, s'il y a des signes d'espoir, nous n'en sommes qu'au tout début de cette transition, ou plutôt cette grande transformation à mener pour construire le monde que nous souhaitons. Et tout reste à faire. À commencer bien sûr par mieux comprendre ce qui nous arrive afin de mieux agir, ce qui était le but de cette vidéo. Voilà pour cette brève introduction, pas si brève certes, mais l'objectif était de vous donner un aperçu systémique de l'enjeu, ce qui nécessitait de passer un peu de temps sur plusieurs sujets à la fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permet d'y voir un peu plus clair sur ce qu'est la transition écologique au sens large. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker, partager et vous abonner.